demandé pour ce colloque de réagir à un article de Sylvie, débat voire querelle, sur justement l'utilisation des archives audiovisuelles, à savoir si le droit, la norme, pouvait fixer des règles strictes et précises à l'utilisation de ces archives. Je me suis donc posé la question en droit français, puisque c'est ma matière et il est plus simple de raisonner en droit français, d'autant plus que le droit français est le droit le plus protecteur des auteurs dans toute l'Union européenne et dans le monde entier, puisque l'on en fait un modèle la plupart du temps pour protéger les auteurs. Je vais donc vous exposer les fruits de ma réflexion en plusieurs points. Premier point, la protection maximale de l'œuvre, d'une archive audiovisuelle, quand elle peut être qualifiée d'œuvre. En second point, sa protection quand elle n'est hélas pas une œuvre. En troisième point, qui peut agir et sur quel fondement, quand c'est soit une œuvre, soit un document audiovisuel. Et enfin, finalement, la seule protection réelle peut-être, c'est la chosification, la réification de l'archive audiovisuelle, c'est-à-dire la mettre au niveau, je dirais, d'un manuscrit, protégé, donc pas reproduit. Donc, en premier lieu, pour obtenir une protection maximale d'une archive audiovisuelle, en droit français, il faudrait pouvoir la qualifier d'œuvre. Évidemment, les œuvres audiovisuelles peuvent être protégées par le droit d'auteur. L'article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle nous indique que sont considérées notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles. Jusqu'ici, nous n'avons aucun problème. Les archives audiovisuelles peuvent rentrer dans le cadre de la protection du droit d'auteur. Toutefois, pour que le droit d'auteur puisse s'appliquer, il convient que l'œuvre audiovisuelle, comme toute œuvre, puisse être qualifiée d'originale. Et selon la jurisprudence française, c'est-à-dire selon ce que les tribunaux ont interprété, l'originalité, c'est l'empreinte ou le reflet de la personnalité de l'auteur, c'est-à-dire un lien de rattachement à la personnalité de l'auteur. C'est une conception éminemment subjective. La Cour de justice de l'Union européenne a repris cette même condition d'originalité pour qu'un document puisse être protégé par le droit d'auteur, en considérant que le droit d'auteur n'est susceptible de s'appliquer que par rapport à un objet qui est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. On a ce côté original et on nous parle d'auteur personne physique. On nous parle de quelque chose qui relèverait peut-être un peu de la magie, d'une certaine manière, et surtout pour le juriste, ça relève vraiment de la magie, de savoir ce qui est un rapport avec la personnalité de l'auteur, ce qui n'en est pas. Nous avons une précision de cette condition d'originalité, toujours par la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant pour l'instant de photographie, mais qui peut être, je pense, transposée pour des œuvres audiovisuelles, qui nous dit que l'originalité se traduit par des choix libres et créatifs, par lesquels l'auteur imprime à l'œuvre sa touche personnelle, et ce, tant avant la réalisation, mise en scène, pose, éclairage, au moment de la prise de vue, cadrage, atmosphère créée, ou après la prise du cliché, développement, retouche et, bien évidemment, montage. Donc vous voyez que pour qu'une œuvre audiovisuelle existe, il faut quand même un travail sur celle-ci. Et ce d'autant plus qu'on arrive aujourd'hui à un retournement de situation, puisqu'avant la loi de 1957, on considérait que les réalisateurs n'étaient pas des auteurs, ils étaient de simples techniciens, et qu'en conséquence, les seuls qui pouvaient donner prise au droit d'auteur, c'était les scénaristes, les adaptateurs, les dialoguistes et les musiciens. La loi de 57 fait entrer le réalisateur dans les auteurs d'une œuvre audiovisuelle, ce qui fait qu'on a eu de quelques belles années en tant que juriste, où dès lors qu'on avait un document audiovisuel, on pouvait arriver devant un tribunal en disant « Regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est une œuvre, on n'a pas le droit de le toucher ». On a eu quelques belles années comme ça. Aujourd'hui,
Et de même pour les photographies. Aujourd'hui, compte tenu de la multiplication des moyens de prise de vue, photographiques ou filmiques, et la multiplication des moyens de communication des films ou des photographies, les tribunaux nous ont dit « Attendez, ça va aller, on ne va pas tout protéger. C'est pas parce qu'on a dit que vous étiez réalisateur que tout ça, ça va être protégeable. » Je retrouve le mot. Que tout ça va être protégeable. Et donc, on se retrouvait aujourd'hui dans une situation où de plus en plus d'éléments ne sont plus protégés par le droit d'auteur parce qu'on considère qu'ils sont banaux, parce qu'on considère qu'ils ont été juste pris sur le vif, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune démarche de la part de l'auteur, notamment par exemple pour un homme qui avait filmé dans Paris un cheval qui s'était échappé. Les tribunaux ont considéré que comme le cheval s'était échappé, qu'il avait pris ça sur le vif, il n'avait eu à aucun moment à effectuer des choix artistiques ou de cadrage ou quoi que ce soit. Dès lors, ce n'était pas une œuvre. Et là, on arrive à quoi? On arrive à quoi? Le fait de retransmettre des événements, le fait de filmer des événements, c'est-à-dire des événements qu'on n'a pas organisés soi-même, ne serait pas protégeable par le droit d'auteur. Donc, je vous laisse le soin de voir, vous, dans votre travail, qu'est-ce qui peut être protégé, ne pas être protégé par le droit d'auteur, étant précisé qu'en plus, on ne le sait pas tout de suite. Il faut qu'un tribunal décide, et ça, c'est comme ils veulent, quand ils veulent, et il y a des photographies, selon les tribunaux, ça c'est protégé, ça c'est pas protégé. Il y a une photographie de Jimi Hendrix qui a été considérée comme pas protégée. Toutes les autres photographies de Jimi Hendrix qui ressemblent sont protégées. Celle-là non, parce que le tribunal était de mauvaise humeur ce jour-là, parce que c'était pas le bon tribunal. On ne sait pas. Donc je vous laisse le soin d'apprécier, il est difficile de le savoir. Mais dans le cas où on pourrait arriver à trouver que l'archive audiovisuelle est une œuvre, on se trouve là dans une situation où ça donne prise aux droits d'auteur, et aux droits d'auteur qui sont de deux sortes, des droits patrimoniaux et des droits moraux. Le droit patrimonial en droit d'auteur recouvre deux sortes de droits. Le droit de représenter, c'est-à-dire de vous le montrer, c'est la séance cinématographique, et le droit de reproduire, c'est-à-dire le droit de faire des copies, c'est typiquement les DVD ou le téléchargement. Et ça, ce sont des droits qu'on peut céder sans problème à qui l'on veut. Mais il y a un droit beaucoup plus important quand on est face à une œuvre audiovisuelle, c'est le droit moral. Et dans le droit moral, à plusieurs aspects, mais dans ce qui nous préoccupe dans ce colloque, c'est le droit à la paternité, c'est-à-dire le droit de dire qui a fait l'œuvre, et surtout c'est le droit au respect de l'œuvre, c'est-à-dire le droit à ne pas la modifier. Donc à ne pas la colorier, a priori ne pas la sonoriser, on ne peut pas y toucher. Donc si on arrive à avoir une œuvre audiovisuelle, considérer une archive audiovisuelle comme une œuvre, on va se retrouver par quelque chose qui est totalement sanctifié, si j'ose dire, et qui ne pourront donc pas être modifié. Sauf que si on revient à ce que je viens de vous dire, a priori il faut que vous ayez déjà quelque chose d'un peu bidouillé pour arriver à le protéger en tant qu'œuvre audiovisuelle, puisqu'on a vu qu'il fallait quand même un peu de scénario, un peu de cadrage, un peu de montage, un peu de ce genre de choses. Même quand vous avez une œuvre audiovisuelle, on est quand même dans un cadre où on a toujours le problème de se poser la question entre le droit du public à l'information, le droit à la culture et les monopoles des auteurs. C'est pour ça qu'on se retrouve dans un cadre où on a diverses exceptions au droit d'auteur. Ces exceptions qui sont multiples, vous en entendez surtout parler quand on parle de copie privée, représentation dans un cercle de famille, et pour ce qui nous occupe, nous, ça va être la citation, notamment la courte citation, qui est prévue à l'article L122.5 du Code de la propriété intellectuelle, qui nous dit que lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations, justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. Et finalement que la fiction qui échapperait à la... Si je reprends tous ces termes, il n'y a que la fiction qui échapperait à l'utilisation de la courte citation,
avec aussi un gros problème pour la citation audiovisuelle, puisque selon les ouvrages de droit de la propriété intellectuelle et les articles que vous avez lus, certains vous indiquent que la citation audiovisuelle n'existe pas, d'autres vous écrivent qu'elle existe, et que pour l'instant, on est plutôt dans le cadre où elle existerait, mais dans quelles conditions, on ne sait pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la citation audiovisuelle, le non-citation, il implique quoi? Il implique quand même qu'on cite avec exactitude. Sinon, on n'est pas dans le cadre d'une citation, et ça, c'est pas du droit, c'est du français. Les mots sont comme ça. Donc, une citation, donc je cite ce qui est, sinon je modifie, je ne cite plus. Et la courte citation, c'est le caractère bref, c'est-à-dire le caractère bref, ça s'apprécie tant au regard de l'œuvre qu'on cite, qu'au regard de l'œuvre dans laquelle on cite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, je vais faire une analyse d'un film en reproduisant les 3/4. C'est absolument pas possible. Et généralement, dès lors qu'on ne cite qu'une œuvre, on se retrouve dans une situation un peu difficile, il faudra en citer plusieurs. Donc vous avez cette exception de courte citation, mais cette exception de courte citation ne permet pas a priori de modifier, de sonoriser, de colorier. Elle permet juste de prendre un extrait pour l'incorporer dans une autre œuvre, et une autre œuvre qui, elle, a bien des fins particulières, puisque je vous ai lu, notamment pédagogiques d'information. Vous avez également la possibilité d'utiliser des extraits d'œuvres pour l'enseignement et la recherche, mais là aussi on parle d'extrait, on ne parle pas de modification, c'est-à-dire que dès lors qu'on est dans le cadre d'une œuvre, si vous voulez pouvoir la modifier, il va falloir pouvoir acheter des extraits et obtenir du titulaire des droits, producteur, auteur, le droit de la colorier, de la modifier, d'en faire certaines choses. Juste en ce qui concerne la colorisation, il convient de noter que c'est en France que les héritiers de John Huston sont venus demander le respect de l'œuvre de leur père, qui était Alfred Jungle quand la ville dort, puisqu'en France, il a été interdit de présenter la version colorisée de ce film, parce qu'on a considéré que c'était une atteinte aux droits de l'auteur, et que l'exercice des droits de l'auteur s'applique en France, selon la loi française. Donc en France, on n'a pas le droit de coloriser quand la ville dort, on a le droit de le faire aux États-Unis. Voilà, pour vous expliquer, quand on a une œuvre, c'est vraiment le moment où on est très très protégé. Après, dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit, on va se retrouver face à des éléments qui ne vont pas être considérés comme des œuvres, qui à ce moment-là peuvent être considérés, protégés par des droits voisins du droit d'auteur, qui ressemblent à du droit d'auteur mais ne sont pas du droit d'auteur. Pour ceux qui ont quelques années de vol, à mon époque, on analysait ça comme le Canada Dry du droit d'auteur, ça a le goût du droit d'auteur, ça a l'aspect du droit d'auteur, ce n'est pas du droit d'auteur. Et les droits voisins du droit d'auteur, en ce qui concerne les documents audiovisuels, il y en a deux. C'est le droit des producteurs de vidéogrammes, c'est-à-dire le producteur de vidéogrammes, c'est la personne physique ou morale qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non. Et l'entreprise de communication audiovisuelle, c'est les sociétés qui sont définies par la loi administrative, c'est les chaînes de télévision généralement, qui font des programmes. Voilà. Donc ces deux-là, ce sont des droits voisins pour lesquels il n'y a pas besoin, pour qu'ils aient un droit dessus, que ce soit considéré comme des œuvres. Il suffit que ce soit des séquences animées d'images, on n'a pas besoin de se poser le problème de l'originalité. On est là dans une protection qui n'est pas une protection créative de la création, c'est une protection économique. Et dans ce cas-là, sont soumis effectivement à l'autorisation de ces entreprises, du producteur de vidéogrammes, qui peut être aussi une personne physique, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle, la reprise de ces éléments audiovisuels. Et dans ce cas-là, on ne va pas se poser la question de l'auteur, et dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de droit moral qui marche. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer, c'est est-ce que vous allez pouvoir utiliser ça selon les termes d'une convention que vous allez passer avec ces entreprises. A priori, et ces entreprises, qu'est-ce qu'elles veulent faire, comme on l'a dit si bien Sylvie? Elles veulent vendre. Donc elles s'intéressent fort peu de savoir ce que vous allez en faire par ailleurs, puisque même l'INA ne se pose même pas la question de ce qu'on veut en faire. Donc vous imaginez bien que tous les gens qui sont juste dans un cadre purement économique et purement mercantile ne vont pas non plus se poser la question de savoir
ce qu'on peut en faire. Ces droits voisins, donc pas de droit moral, uniquement des droits patrimoniaux, et comme en matière de droit d'auteur, des exceptions, les mêmes exceptions, la courte citation, exception pédagogique, etc. Citation, a priori, ça va être dans le même cadre que pour le droit d'auteur, a priori, on ne modifie pas. Mais ensuite, qui a intérêt à agir? Parce que là, je vous ai exposé des belles règles, hein, étant précisé en plus qu'en matière de droit voisin du droit d'auteur, c'est-à-dire droit du producteur de vidéogrammes ou droit de l'entreprise de communication audiovisuelle, ce sont des droits qui ont une durée limitée. 50 ans après la fixation ou 50 ans après la première communication de l'œuvre au public. De même, en matière de droit d'auteur, les droits patrimoniaux ont une durée limitée, c'est 70 ans après la mort du dernier auteur de l'œuvre audiovisuelle. Alors que le droit moral, lui, est perpétuel. Donc ensuite, on peut se poser la question, c'est très bien, je vous ai exposé que même si on a un droit moral, on ne peut pas modifier. Vous pouvez par contrat obliger une personne à utiliser l'œuvre, l'extrait d'œuvre que vous lui vendez sous certaines conditions, c'est-à-dire sans modification, sans sonorisation, sans colorisation. Après, est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous allez partir en justice? Si vous êtes un héritier, vous allez vous dire « Ah, mais je vais partir sur le droit moral parce que quand même, le film de mon grand-père, c'était quelque chose. » Et là, vous allez être obligé de quoi faire? Vous êtes obligé de prouver que c'est une œuvre originale. Et là, attention, pardon, c'est pas fait. Donc vous partez pour un parcours du combattant qui est assez important. Et qu'est-ce que vous allez en retirer? Souvent, on va pas dire « Oh là, on va leur interdire d'utiliser ça comme ça ». Compte tenu du montant en jeu, du fait qu'on est dans l'audiovisuel, dans ces cas-là, souvent vous aurez droit quoi? À une simple mention qui dira Monsieur Machin indique qu'il n'est pas d'accord avec l'utilisation qui est faite. On en arrive en quoi? On arrive à ce que vous faites. C'est-à-dire vous faites des querelles et des débats. Vous dites qu'à la fin, finalement, nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas que ce soit utilisé comme ça, mais bon, on fait des querelles et des débats, on écrit ça quelque part. Nous, ce qu'on pourra peut-être obtenir de plus, ça va peut-être être que ce soit écrit au début du film, mais après un montant et un coût qui est totalement, je dirais, excessif par rapport au résultat. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui pourrait protéger vraiment l'archive audiovisuelle? C'est ne pas la sortir, c'est la garder précieusement. C'est ne pas la numériser, ou si on la numérise avec des DRM, enfin des mesures techniques de protection, pour qu'à aucun moment elle ne puisse être produite, à aucun moment elle ne puisse être utilisée. Et donc on en arrive où? On en arrive au manuscrit, c'est-à-dire à la chose unique, et c'est les archives nationales. C'est tout ce que j'ai comme solution à vous proposer. Vous avez vu que j'en ai quelques-unes d'autres, mais c'est pas si évident. Enfin, donc je vous parlais du droit français, je tiens à vous dire, pour une ouverture, c'est qu'en ce qui concerne le droit européen, on a commencé en matière de droit d'auteur à une idée de rapprochement. Autant en matière de droit des marques, droit des brevets, l'Europe a essayé de faire une uniformisation, puisqu'on sait bien qu'on était, avant d'être l'Union européenne, on était la communauté économique européenne, et que donc les brevets et les marques sont des choses qu'on a bien tout de suite bien voulu unifier pour être sûr que ça s'applique partout, puisque c'était une valeur économique. Et pour le droit d'auteur, on s'est encore posé des questions. Et que donc, pour l'instant, on a commencé par faire un rapprochement des législations, grâce à des directives. On commence à parler d'unification, ou d'aller un peu plus près, avec certains éléments essentiels, comme j'ai pu vous en parler, que la Cour de justice de l'Union européenne a elle-même unifiés, qui sont parmi eux l'originalité, puisque vous avez vu qu'elle nous en a donné deux définitions, une plus étendue et une précise. Et donc, pour l'instant, pas d'uniformité, donc pas forcément de droit moral, mais quand il y en a un, c'est vraiment la chose qui convient, qui permet de protéger le plus possible ce qu'on qualifie d'œuvre. Maintenant, comme vous avez vu, pour qu'il y ait œuvre, il ne suffit pas de regarder le réel ou de filmer le réel. Il faut un peu l'abîmer ou le magnifier. Voilà. Merci.
Bon, après ces questions plus globales sur l'archive et l'originalité des images, je voudrais me pencher sur un cas précis, c'est-à-dire la représentation de la RDA dans les docufictions version allemande, il s'agit certainement de la forme médiatique qui a le plus influencé l'image de ce que ça a été vivre sous le communisme en Allemagne, car ces films ont été vus par des millions de téléspectateurs, certains sont même sortis en salle. Et encore aujourd'hui, lors d'un anniversaire, une date mémoriale, on ressort ces films et un peu comme Apocalypse à l'époque, à l'école, on les utilise. En plus, je pense que on peut les dater. Je dirais que le temps fort des docu-fictions ou docu-dramen, comme on les appelle en Allemagne, est terminé, ce qui veut dire que c'est une forme qui a vraiment dominé le marché et les petits écrans au début du nouveau millénaire jusqu'à 2012-2013. Je pense qu'il s'agit d'une forme très intéressante, aussi bien au niveau médiatique que par rapport à la question de la mémoire. Par rapport à la forme, c'est le mélange entre fiction et documentaire. A l'avantage pour les responsables de ne pas tomber dans les contradictions que Sylvie vient de mentionner par rapport à Apocalypse. Parce que avec le docu-fiction, on peut toujours, quand on fait le reproche que c'est trop romancé, ça correspond pas à l'histoire, on fait jouer la liberté artistique, de la créativité. Quand on reproche à ces films le manque de créativité, l'argument c'est qu'il faut respecter l'histoire. Donc, quelque part, on évite aussi tout débat, ce qui est aussi fâcheux que par rapport à Apocalypse, je dirais. Et deuxièmement, les films sont sont intéressants par rapport à la mémoire, parce que d'un côté, ça entre dans des enjeux politiques actuels. Juste un petit rappel, la gauche en Allemagne pourrait arriver au pouvoir que avec le soutien de la Linke, la gauche, qui est la suite du Parti socialiste unifié, et donc la représentation aussi de l'histoire de ce parti est toujours un enjeu d'actualité politique assez important. Alors, je voudrais rapidement arriver au film et vous montrer aussi des extraits, mais juste avant, comment la RDA est représentée quand on se penche sur la production. Alors là, vous voyez plein de titres. Si vous lisez pas l'allemand, c'est pas important. Je pense que la plupart des films, il y a certains qui ont été diffusés sur Arte, mais la plupart étaient vraiment destinés au public allemand. C'est plutôt le nombre qui est important pour vous donner une idée qu'il ne s'agit pas d'un phénomène mineur, mais qu'il y a vraiment une production importante. Et quand on regarde les sujets, on constate que l'histoire se cristallise autour de 3 dates. En premier, le 17 juin 1953, avec des films sur le soulèvement populaire contre les régimes communistes. Puis vient le 13 août 1961, avec la construction du mur. Et enfin, le 9 novembre 1989, avec la chute du mur et la réunification, ce qui permet de réintégrer la RDA dans la miraculeuse histoire de la RFA, comme l'exprime le titre allemand « Das Wunder von Berlin », à savoir « Le miracle de Berlin », distribué en France sous le titre « Une jeunesse berlinoise ». Après, je vous rappelle, il y a plein de films par rapport à l'Allemagne de l'Ouest qui portent le titre de « Miracle ». Mais la RDA... Si la RDA a le droit au miracle, c'est que le miracle de sa fin. Les quelques films qui ne portent pas sur ces dates, ils sont au moins liés. Il s'agit du mur ou la frontière interallemande avec les mines et tous ceux qui ont été tués en train d'essayer de fuir la RDA. Et évidemment la Stasi et l'appareil de l'oppression.
Après, on peut discuter si la vie des autres fait partie de ce genre de film, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas le débat. Cette concentration sur les crises comme seul lieu de mémoire véhicule la thèse téléologique d'une chute à crédit et donc toute la complexité du système avec l'interaction entre pouvoir et société est ainsi gommée. Dans tous ces films, alors là je vais faire un résumé assez global, plein de clichés certainement et faire du tort à beaucoup de films, ou au moins à quelques-uns, mais c'est l'exception qui confirme la règle. L'image de la RDA est marquée par les clichés narratifs et esthétiques de la guerre froide, clichés de l'Allemagne et de l'Ouest, bien entendu. Les couleurs sont gris, parfois pastel, les rues sont vides et les gens tristes. On est dans les limbes de la Sibérie. Les citoyens de la RDA sont primordialement des victimes, même s'ils sont des communistes convaincus. Souvent, ils sont doublement des victimes, selon la logique d'être passés d'une dictature à l'autre, selon la thèse antitotalitariste d'une continuité entre nazisme et communisme. Les représentants du système sont des méchants qui, souvent, auraient pu jouer dans des films qui se passent avant 45, sans changer de costume. Et s'il y a une happy end, c'est la fin du système avec la RFA comme rédempteur historique. Alors complètement absent de ces films est la dimension du quotidien comme vie vécue. Tous ces films portent une grande attention aux lieux historiques, aux décors et aux costumes authentiques pour justifier l'aspect docu. Ainsi, le recours à des images d'archives joue un rôle, selon les films, souvent important. Et c'est là où matériaux et matérialité des savoirs sur le passé jouent un rôle primordial. Souvent, on a des images d'archives. Parfois, leur présence est plutôt implicite. Ce sont des images qui sont pas toujours identifiables comme citation. Et je dirais, et c'est là où les films sont aussi intéressants, Lucifer est plus intelligente que dans Apocalypse. Et pourquoi? Je voudrais vous montrer 2 extraits, parce qu'il s'agit d'une resémantisation des signes bien connus, qui sont adaptés par rapport au désir de la mémoire culturelle, au moins de l'Ouest, qui domine cette production, parce que tous ces films sont réalisés par des producteurs qui viennent de l'Ouest, les acteurs principaux aussi, pour des raisons économiques. Donc, je voudrais commencer et vous montrer un extrait d'un film qui s'appelle Zwei Tage Hoffnung, 2 jours d'espoir, sur le film sur le soulèvement des ouvriers à Berlin-Est en 1953, soulèvement qui a été écrasé par les chars soviétiques. Le personnage principal est un journaliste qui travaille à Berlin-Ouest. Il reçoit des informations de quelqu'un qui travaille dans l'administration est-allemande et qui, à la fin du film, va être arrêté. Et je voudrais vous montrer cet extrait qui est très court. Il s'agit d'un détachement de formes esthétiques et narratives du contexte de l'Holocauste pour les adapter à la population allemande. Ainsi, la RDA et son mythe fondateur, qui est l'antifascisme, sont délégitimés par cette mise en continuité avec le Troisième Reich. Ce discours a recours à la théorie antitotalitariste de la guerre froide, qui a mis la RDA et le national-socialisme au même niveau, selon l'équation Gestapo égale la Stasi et la RDA qui est en continuité avec le Troisième Reich. Et même un détail comme le pseudonyme de l'informateur est au service du discours.
Victor rappelle Casablanca, ce qui nous signale que les bons agents et les vrais antifascistes travaillent pour Berlin-Ouest. Alors, ce film a été vu par 3,3 millions de téléspectateurs. Et je voudrais montrer maintenant un autre exemple qui est le premier film de Teamworks qui a produit la plupart de ce genre de films. L'un des plus grands succès à la télévision, vu par autour de 8 millions de téléspectateurs. Et il s'agit de Le Tunnel, film sorti lors du 40e anniversaire de la construction du mur, qui montre la construction d'un tunnel par des étudiants qui veulent fuir la RDA et rejoindre leur famille. Je vous montre le début du film. Alors, au début, on a des images d'archives et du son d'archives pour situer la fiction dans l'histoire, qui est d'après des faits historiques. Et ensuite, le film présente les acteurs principaux et on assiste à un soldat qui saute au-dessus des fils barbelés. Donc, il s'agit d'une image iconique. C'est le soldat Konrad Schumann qui saute en uniforme sur les barbelés pour quitter la RDA. Alors, tous les détails sont respectés à un détail près. Je ne sais pas si ceux qui ont... Alors, cette image existe, il y a des photos, mais aussi un court film fait par les actualités. Parce que en fait, ça se passe pas devant la porte de Brandembourg, mais dans la Bernauer Straße. Évidemment, c'est moins spectaculaire comme décor. Mais je pense que c'est pas la seule raison, parce que c'est déplacer l'événement affecte aussi la valeur mémorielle de ce document. Avec l'image du soldat qui saute, le film condense ce qu'on peut appeler un super signe ouest-allemand de l'histoire de la division, avec le symbole de l'histoire allemande, c'est-à-dire la porte de Brandembourg. Ainsi, le lieu de mémoire de toute l'Allemagne, qui est l'édifice, est mis sous le signe de la mémoire culturelle ouest-allemande. On est face à une resémantisation qui est assez efficace et je pense aussi redoutable parce que elle correspond à la vision du vainqueur de la guerre froide et aussi je pense que suite à ce film les élèves qui ont vu ce genre de film est-ce qu'ils vont quand ils regardent les documents, ils pensent que ça se passe devant la porte de Brandembourg et ils cherchent la porte de Brandembourg. Donc c'est la fiction qui devient la vraie histoire. Je m'arrête ici et je vous remercie. Bon, je vais pas tenter une synthèse improbable des trois interventions, mais quand même je remarque une chose, c'est finalement l'extrême. Je pense que dans le colloque par la suite, ça sera aussi une question qui sera traitée. C'est vraiment l'extrême malléabilité finalement de ces matériaux ou matières audiovisuelles. Tu as parlé de resédimentation, Sylvie a parlé de recyclage, vous avez parlé de retournement de situation. Donc voilà, c'est vraiment un chantier qui est aussi en cours. Moi, j'avais juste une question, Mathias, sur tu as dit que le docudrama se terminait cette mode du docudrama s'interrompait en 2012. Déjà, pourquoi elle s'arrête en 2012? Mais est-ce qu'elle n'a pas migré vers le cinéma aussi? Je pense notamment aux horribles films de Oliver Bierspiegel, qui a fait La Chute en 2004, et puis là qui sort un film sur le jeune homme qui a essayé de faire un attentat manqué contre Hitler. Je crois qu'il est sorti. J'ai oublié le titre de ce film. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que finalement, tout ce que tu as dit, cette espèce de fiction qui permet de réécrire l'histoire avec tous les problèmes que ça pose, ne s'est pas déplacé du genre du docudrama ou docufiction vers la production cinématographique allemande,
porté par Oliver Bierspiegel, avec je remarque aussi certains acteurs qui reviennent, comme Sébastien Koch, qui est un peu le Gérard Depardieu allemand, j'ai l'impression. Donc il y a pas comme ça une migration un petit peu du docu-fiction vers la fiction, le long métrage de fiction. Mais de toute façon, au niveau de la production, c'est un format assez hybride parce que c'est produit avec l'argent aussi du cinéma. C'est-à-dire tous ces films sont produits avec les fonds destinés à la production cinématographique. Et souvent, les films sont diffusés en 2 parties à la télé, et ensuite on en fait un seul qui sort en salle ou qui est commercialisé à l'étranger sous cette forme-là. Quand j'ai dit ça s'est terminé, je voulais dire ça s'est terminé à la télévision allemande. Ce qui m'a étonné l'année dernière, en 2014, on a vraiment l'anniversaire le plus important par rapport à la réunification, la chute du mur, et il y a un seul docu-fiction qui est produit et diffusé, et en plus ça se passe sur Arte. Donc je pense que c'est à la télévision. Peut-être on a épuisé les sujets, c'est-à-dire tous les grands événements ont été traités, et donc les producteurs pensent que c'est plus rentable. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres raisons qui sont que c'est le public s'est un peu lassé de cette forme à la télévision. Et peut-être même que par rapport à la RDA, il y a plus de docu-fiction sur la RDA. Après, ça continue avec le nazisme qui se vend toujours. C'est Adolf qui est le meilleur produit d'exportation de l'Allemagne. Pourquoi il y a plus des films sur la RDA? Peut-être avec la crise et la Grèce, ce sont plus les Allemands de l'Est qui sont paresseux et qui travaillent pas. Maintenant, on a les Grecs. Par contre, on ne fait pas des docu-fictions sur les Grecs. D'accord. Je sais qu'on a très peu de temps. Anya m'a dit qu'il fallait qu'on quitte la salle à 13h10. Il est 13h moins 5. Je sais pas si... Donc, moi, je vais donner la parole soit aux intervenants Sylvie ou Nathalie. Moi, je veux bien poser une question à Nathalie, parce que en vous écoutant, c'est des questions tout à fait passionnantes que vous avez abordées, et j'essayais par exemple de réfléchir à un corpus sur lequel on travaille avec Agnès de Victor ou d'autres ici, les opérateurs de guerre, qui donc, selon votre définition, échappent totalement au domaine du droit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, on connaît de nombreux opérateurs de guerre dont on peut dire qu'ils laissent leur empreinte dans leur manière de filmer, et que paradoxalement, si on allait au bout du raisonnement juridique, que je me hasarderais à faire, mais bon, prenons le cas de Roman Karmen. Roman Karmen, qui, donc, évidemment, un grand opérateur soviétique, qui filme sur le vif, en marquant ces films de son empreinte, mais qui reconstitue aussi à l'arrière. Je pense par exemple à la défaite de Dien Bien Phu. Donc si on allait jusqu'au bout, quand il est en mise en scène, on n'aurait pas le droit de coloriser, mais on pourrait coloriser les images prises sur le vif. C'est quand même assez amusant de voir ça, voilà. Et bon, le deuxième point, c'est la question de la morale et de l'éthique. Droit moral, enfin, le droit n'est pas la justice, le droit moral n'a rien à voir avec les questions d'éthique, encore moins le droit patrimonial. Je pense qu'il faudrait un peu expulser le droit patrimonial et développer le droit moral, mais ça c'est... On parle de droit moral par opposition au droit patrimonial. Voilà, c'est ça. Et donc ça n'a rien à voir avec l'éthique, non, mais ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste parce que c'est pas quelque chose de financier. Absolument, absolument. Alors que si on porte atteinte à votre droit moral, vous pouvez obtenir une indemnisation. Voilà. Qui sera bien évidemment financière et pas uniquement du baume sur vos plaies ou de la bien sûr. Et vous pouvez donc décider à l'avance que vous n'agirez pas contre quelqu'un qui va porter atteinte à votre droit moral. Il suffira de l'habiller dans des termes juridiques un peu savants pour pas dire que vous le vendez, puisqu'a priori le droit moral est inaliénable. Mais vous trouvez des artifices pour faire en sorte que, certes, vous ne vendez pas votre droit moral, mais vous vous engagez à ne pas nuire avec votre droit moral. Donc vous n'allez pas porter atteinte au droit de l'autre.
C'est différent. Mmh. Mais donc non, le droit moral n'a rien à voir avec l'éthique, absolument. Ouais. Et le droit patrimonial encore moins. Le droit patrimonial, c'est absolument de l'argent. Non, mais oui, mais justement, il y a une question d'éthique, par exemple. Qui est en droit de toucher les dividendes sur les images sur les images tournées dans le ghetto de Varsovie en 1942. Pour l'instant, c'est la Bundesfilmarchiv qui tire ces dividendes-là. Ce que je veux dire par là, c'est que les historiens, les philosophes se posent des questions aussi de droit et de morale qui ne rencontrent pas tout à fait celles des droits, mais il est très important d'entendre les juristes et la manière dont ils les définissent. Et par ailleurs, je dirais, les historiens n'attendent pas, heureusement, que ce soit le droit qui tranche ces questions-là. Ce serait d'ailleurs très dangereux. On a en ce moment une rétrospective merveilleuse de Gianni Chianricci qui évidemment travaille la matière des images et teinte les images. Ce serait catastrophique. Mais ça veut dire que les historiens doivent faire leur travail et que là il y a encore beaucoup de choses à conquérir. J'ai juste une question à poser. Alors, je suis absolument d'accord avec le fait que les historiens n'ont pas encore pris vraiment la mesure et les mesures nécessaires pour faire en sorte que les étudiants apprennent à voir un documentaire et n'ont pas pris assez en charge l'archive filmique. Elle interroge assez mal l'archive du coup, alors l'archive filmique, mais ça va plus loin. Et je pense que du côté des documentaristes, je disais qu'ils se sont fait historiens. Ils ne le savent pas, comme tout à l'heure, mais ils font de l'histoire. Et à moins de dire, vous n'avez pas l'agrégation d'histoire, vous n'êtes pas historien, je suis désolé, c'est eux qui transmettent l'histoire. Et je me demande en quelle mesure vous avez pensé, peut-être que vous l'avez fait, je ne suis pas au courant, à un double cursus, c'est-à-dire qu'on enseigne l'histoire de l'archive filmique, enfin, l'archive filmique dans l'histoire, comment on reprend l'histoire, je crois que c'est ce que vous faites en enseignement, c'est vous. Donc, est-ce que ça peut être couplé avec l'enseignement également du documentaire? Vous voyez, je crois que c'est très éloigné pour l'instant. Alors, voilà, c'est la question que je voulais poser. Maintenant, j'ai juste un point à dire, après je me dirai, à Matthias Steiner. Évidemment, je souscris à 100% de tout ce que vous avez dit. Je voulais juste vous faire remarquer une chose. Un film de fiction comme Barbara, par exemple, un beau film, un crime de l'actrice, etc., c'est pas trop tort à l'histoire. Il y avait un moment, qui quand même personne ne l'a entendu, je crois, à un moment donné, Barbara parle d'une jeune fille qui s'est échappée d'un endroit pour socialiser, etc. Et on va la renvoyer dans cet endroit-là. Et elle dit, mais vous savez bien qu'elle vient d'un Vernichtungslager. Elle vient d'un camp d'extermination. La première fois que j'ai vu le film, je me suis dit, ça doit être le sous-titre qui était mauvais, et comme quand on voit le film, on est influencé par le sous-titre, mais en allemand, ça ne doit pas être ça. J'ai été revoir le film en allemand, et c'est bien ce terme-là qui est utilisé. Donc vous voyez que le brouillage peut être fait dans la fiction, et même le moins mauvaise qu'il soit. Voilà, dans ce rapport assez classique, assez classique. Oui, non, mais je suis évidemment totalement d'accord avec ce que dit Sonia Combe. Alors, ça remonte à loin quand même, parce que Marc Ferraud a réalisé des films, et c'est par cette réalisation des films qu'il est venu à l'écriture sur l'histoire. Je rappelle aussi que Marcelo Fulz disait quand vous, les historiens, vous emparerez enfin de la caméra, je pourrais arrêter de réaliser des films. Alors on pourrait dire l'inverse, hein, maintenant que les cinéastes s'emparent de l'histoire, on pourrait arrêter de produire de l'histoire. Je pense que c'est cette rencontre entre les deux métiers qui est passionnante, et c'est aussi ce qu'on essaye de faire ici. Je vous rassure sur ce point, mais c'est vrai que c'est absolument fondamental. Et j'ajouterais que nous, historiens, savons très bien que la diffusion du savoir, elle se fait de moins en moins par l'écrit. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que de nombreux historiens aujourd'hui se précipitent vers la télévision, la réalisation, conscients de cette nécessité de transmission, mais ce ne sont pas nécessairement les historiens qui sont le plus intéressés aux images.
Quand vous avez parlé des questions de colorier les images, est-ce que le travail du chef opérateur est protégé? Est-ce que le chef opérateur est perçu comme... Pas de droit d'auteur, mais un noir et blanc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire du noir et blanc, il y a plein de noir et blanc, il y a plein de chefs opérateurs très sérieux. Ok. D'accord. Et... En 2040. Il y avait des demandes. Il y avait des demandes en ce sens, il y avait un certain militantisme, mais en fait, ils ont arrêté parce que c'est... Je suis contente de pouvoir regarder tes films ce soir. Un joli salaire avec la retraite, etc., donc ils ont arrêté parce qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire d'un côté ce qu'ils auraient obtenu peu d'un côté et ils auraient perdu beaucoup. Et c'est vrai qu'il y avait quelques revendications, mais le consultant a dit. Comment? En France, ils n'ont pas le droit d'auteur. Qu'est-ce que vous entendez par contre sur les conséquences historiques? Non, a priori non, parce qu'ils doivent donner son avis sur la réalité. Pas grand-chose, mais sur les choses de la science. Ça, je ne sais pas, vous avez peut-être écrit des sous-titres, ce genre de choses, ou pour vous payer, on vous a déclaré en tant qu'auteur. Si on vous a il est possible que comme on ne voulait pas vous déclarer en tant que salaire ou en tant d'honoraires parce que vous n'aviez pas de rémunération, vous n'étiez pas inscrit à ce titre, on vous a déclaré en tant qu'auteur du film. Après, c'est les bulletins de déclaration qui font choix. Quand personne n'a contesté votre qualité, prenez l'argent. Bon, on peut vous consulter alors. J'aurais une question. Est-ce que si un auteur, je sais pas, de la Serbie ou de la Hongrie qui a fait des films avant 89, dont les extraits sont vendus aujourd'hui et utilisés pour dire le contraire de ce qu'il a dit à l'époque ou ce qu'il pense aujourd'hui, et c'est légal là-bas, est-ce qu'il pourrait faire interdire son film en France? Selon la jurisprudence de John Huston, oui. Il pourrait poser la question à la justice française, effectivement. Est-ce qu'on appliquera le droit moral tel qu'il s'applique en France, puisque c'est une utilisation en France. Après, on ne pourra rien faire dans d'autres territoires, mais en France, on pourra le faire. Okay. Parce que on va tenter de le faire. Je pense au cas de Thomas Heise, qui a, peut-être vous connaissez son film Material, et ses premiers films qu'il a fait, c'était pas censé être des films parce qu'il les a fait pour un service de documentation. Donc c'était de l'archive brute, sauf qu'il a détourné la commande et il a fait des vrais films, mais qui n'étaient pas faits pour être montrés. Après la chute du mur, on aurait pu les montrer, mais ça a pris longtemps pour les montrer. Et aujourd'hui, il n'a pas les droits sur ces films parce que c'était pas censé être des films. Donc on suit la logique de la dictature et on vend ces extraits comme justement il a fait un film sur un commissariat de police et qui sont aujourd'hui montrés comme des films d'entraînement de la police de la RDA. Sauf que ce qu'il a fait, c'est le contraire. Et ils peuvent rien faire contre. Donc, on pourrait pas montrer ces films en France parce que là, ils pourraient faire quelque chose. Peut-être une dernière question avant la pause. Bon, s'il n'y a pas d'autres dernières questions, on va peut-être s'arrêter là. Donc, je remercie chaleureusement les trois intervenants. Et le colloque reprend à 14h15.